Bonjour Olivier Kaufmann. Bonjour. Vous avez postulé pour être grand rabbin de France. Vous allez participer aux élections le 22 juin prochain. Pourquoi voulez-vous devenir grand rabbin de France? Pourquoi et pourquoi faire? Je veux mettre toute ma volonté, mon énergie, au service de la communauté juive de France. Tel que je vois la fonction de grand rabbin de France, c'est de porter haut et fort la parole publique du judaïsme, de le faire avec pédagogie, sur toutes sortes de sujets comme la défense de la shrita, la défense de nos rites ancestraux, la défense de la Brit Mila, et puis également de mieux faire connaître les rites du judaïsme auprès des pouvoirs publics et de tous les acteurs importants de la société civile. Si je veux le faire aussi, c'est pour revenir sur le terrain auprès des petites communautés et moyennes afin de porter haut et fort la parole du rabbinat et du consistoire. Qu'est-ce qui, dans votre expérience, vous permet de postuler à ce plus haut poste du judaïsme français? Il y a toujours plus sage, il y a toujours plus expérimenté. Je veux mettre, là encore, le fruit de mon expérience sur le terrain de la communauté, puisque depuis 1988, je suis au service du consistoire, tant au niveau de la synagogue de Nazareth, où j'ai exercé la fonction de ministre officiant, j'ai fondé un groupe d'étudiants, au niveau de la place des Vosges depuis 2002, où j'ai réconcilié un nombre important de fidèles avec la communauté, la notion d'appartenance à la communauté juive, j'ai ramené les jeunes à la synagogue, et puis également mon expérience de l'intérim du Grand Rabbin de France. S'il est vrai, je le reconnais avec beaucoup d'humilité, puisque j'étais interpellé à ce sujet par les grands électeurs lors de mes visites en province. S'il est vrai que je n'ai pas fixé les grandes orientations, tout simplement parce que, après une crise aussi violente, vous imaginez bien qu'un intérim de surcroît exercé conjointement avec le grand rabbin Guggenheim, nous devions en priorité rassurer le rabbinat et gérer tous les problèmes du quotidien. Mais cet intérim m'a fait prendre conscience des besoins réels de la communauté jusqu'au bout de la France. Et j'irai à Har HaMidbar, jusqu'au bout du désert, pour pouvoir réconcilier nos coreligionnaires. Si vous êtes élu grand rabbin de France le 22 juin, je le souhaite avec l'aide de Dieu. Quelle va être votre première action? Qu'est-ce que vous ferez en priorité? Première chose que je ferai, c'est de prendre conscience qu'il y a eu un tournant dans l'histoire de notre rabbinat. Personne ne pourrait dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un événement fondateur. 10 candidats et le grand rabbin de France que je serai n'aurait pas ça à l'esprit? Un phénomène inédit dans l'histoire de l'élection du grand rabbin de France? Je ferai en sorte, dès mon élection, de réunir tous les candidats à cette fonction afin d'examiner avec eux la possibilité de travailler avec les compétences et les brillances de chacun. Certains disent que la communauté est divisée. On parle des libéraux et des orthodoxes, des ashkénazes et des séfarades, des hommes et des femmes. On dit que dès qu'il y a 2 juifs, il y a 3 synagogues. Comment vous allez gérer cette diversité de la communauté? Comme vous le dites, c'est une richesse. Est-ce que ça ne peut pas être un handicap? J'ai pu, et pour moi c'est une source de bonheur au quotidien, constituer avec la place des Vosges un panel de fidèles, si je peux m'exprimer ainsi, hétéroclite. Ce qui fait que certains viennent pour étudier, d'autres pour chanter et prier, d'autres encore pour les échanges culturels, pour toutes sortes d'activités. Ce que je veux dire par là, c'est que cette diversité est une richesse, mais que le grand rabbin de France doit pouvoir en tenir compte sans exclure qui que ce soit. Je respecte toutes les composantes de la communauté. Il n'en reste pas moins que chacun a besoin d'une reconnaissance politique, chacun a besoin de se placer dans l'échiquier des institutions, et je dois faire en sorte de ne pas mettre en péril l'équilibre de l'institution consistoriale. Ce qui n'empêche pas que le grand rabbin de France n'est pas juste le grand rabbin du consistoire, il est le grand rabbin de tous les Juifs de France. Ma porte sera ouverte à toutes les composantes, quelles qu'elles soient. Alors justement, parlons du rabbin et des femmes. Beaucoup de femmes se sentent exclues de la communauté juive, du judaïsme. Parfois, elles se sentent même mal à l'aise. Les femmes juives qui viennent dans des synagogues se sentent mises à l'écart. Ça pose un vrai problème. Et puis, bien sûr, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure. Comment aujourd'hui, encore, c'est une deuxième question, au XXIe siècle, une femme doit-elle pleurer et pourquoi, comment et pourquoi une femme aujourd'hui doit-elle pleurer auprès de son mari pour obtenir le guet? Qu'est-ce qu'on peut changer? Alors, la première question, bien sûr, c'est pourquoi certaines femmes se semblent exclues du judaïsme? Soyons honnêtes, elles se sentent exclues souvent à cause de l'espace de la synagogue. Et il est vrai qu'on peut, tout en respectant
les règles de séparation telles qu'elles sont édictées dans le judaïsme traditionnaliste. La question de la mechitza, de la séparation homme-femme, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on assigne aux femmes une partie dans la synagogue qui ne serait pas accueillante et qui ne serait pas à la hauteur de la dignité qu'on veut donner aux êtres humains. Ça, c'est une évidence. Mais très franchement, l'essentiel ne se joue pas, à mon sens, dans la synagogue et la liturgie. C'est peut-être aussi ce qui nous sépare du judaïsme libéral, mais heureusement, d'une certaine manière, qu'il y a des différences. Sinon, on ne pourrait pas se positionner en tant que fidèle et choisir l'institution à laquelle on veut appartenir. Le vrai combat, et ça je déploierai toutes mes forces, pour lutter contre l'ignorance, il faut que toutes les jeunes filles, dès leur plus jeune âge, accèdent à une connaissance authentique qui ne soit pas juste circonscrite à la cacheroute et au Shabbat et aux règles de Nida, mais qu'on puisse leur donner les moyens d'accéder au texte, c'est-à-dire avec les commentaires de base, Rashi. Je vous entends bien, mais pour revenir sur ce sujet, juste en quelques phrases, sur la question du guet, comment aujourd'hui les femmes peuvent-elles accepter d'être dépendantes du bon vouloir de leur mari pour obtenir le guet? Il y a déjà un point important sur lequel on aura du mal à communiquer. C'est une loi de la Torah, Midoraita, ce qui veut dire que c'est l'homme qui donne le guet. Et il est évident que nous nous retrouvons dans une situation assez particulière où certains hommes, que l'on pourrait qualifier de crapuleux, utilisent ce guet comme un moyen de pression, ce qui est inacceptable et intolérable. Et il est donc de notre devoir, et du devoir du grand rabbin de France, de tout faire pour que nous puissions mettre sur la table de la réunion des Dayanim que j'organiserai avec les grands rabbins régionaux, toutes les options possibles pour anticiper sur cette situation et faire en sorte que ce type de comportement soit complètement proscrit. Nous réfléchirons, nous nous battrons pour trouver toutes les idées afin que ce cadre soit très précis et empêche ce type de comportement de se multiplier, car vous le savez, hélas, nous sommes dans un monde où tout est dur, où la violence est de mise, et hélas, encore une fois, la communauté n'échappe pas à ce type de comportement. Bon, pour conclure cette discussion, j'ai quelques questions un peu plus personnelles à vous poser. Par exemple, vous êtes complètement ashkénaze, mais comment vous vivez? Est-ce que vous connaissez bien la manière le rite séfarade? Est-ce que vous êtes capable d'appréhender et les communautés? On a parlé des hommes, des femmes, des libéraux, des orthodoxes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences entre les ashkénazes et les séfarades? Ou comment vous vivez ça d'abord au sein de votre communauté? J'ai essayé de vous expliquer que je me refusais d'être enfermé dans une étiquette et vous me renvoyez à mon image d'Ashkenaz. J'ai vraiment non, je veux juste savoir, effectivement, si pour vous, tout ça est dépassé ou pas. Bien évidemment que c'est dépassé. Voilà, d'abord, je vais vous dire, même au sein de la communauté de la Place des Vosges, qui est quand même profondément marquée par cette empreinte ashkénaze, avec cette histoire de la mémoire, puisque mon prédécesseur de mémoire béni, le rabbin Liché, était rescapé d'Auschwitz. De nombreux enfants viennent de tout Paris, je dirais même au-delà de Paris. Il faut même 80 km pour nous rejoindre. C'est parce que la synagogue est ashkénaze? C'est parce que je suis ashkénaze? Bien évidemment que non. Parce que nous sommes porteurs d'un judaïsme qui donne envie. Un judaïsme joyeux. Cette joie, elle est l'apanage du monde séfarade? Bien évidemment que non. C'est le bien commun de tout un peuple. D'un peuple qui n'a jamais cessé de chanter, qui n'a jamais cessé de rêver. Et en dépit de tout ce qu'on nous envoie, pardonnez-moi, à la figure, à l'extérieur de la synagogue, nous restons confiants, joyeux. Et c'est ce visage-là que nous devons arborer. Mais je dois peut-être l'avoir hérité aussi de mon père, qui fut un militant de la première heure de la communauté en tant que président des parents d'élèves de l'école Lucien de Hirsch, et qui souvent avait beaucoup plus d'amis d'origine séfarade que d'origine ashkénaze. Et je me suis toujours posé la question. Et d'une certaine manière, cette joie de vivre qui caractérise ma famille, c'est une joie de vivre qui nous a permis de créer une passerelle avec toutes les composantes de la communauté. Merci Olivier Kaufmann d'avoir répondu à toutes nos questions et puis bonne chance pour la suite. Merci à vous.